Une première piste consiste à créer les conditions pour que les gens ressentent plus d'émotions positives. Il est maintenant largement prouvé que les émotions positives ont des effets positifs par elles-mêmes. D'abord, elles améliorent le fonctionnement cognitif, fonctionnement mental. Notamment, elles élargissent le champ de l'attention et favorisent la créativité. À terme, les émotions positives permettent aux individus de développer de nouvelles ressources cognitives, de nouvelles ressources matérielles ou sociales. Les émotions positives ont aussi un impact important et protecteur sur la santé. Une étude fameuse a ainsi montré que des bonnes sœurs qui étaient plus heureuses à l'âge de 18 ans avaient eu en moyenne 10 ans d'espérance de vie de plus que les nonnes malheureuses. À partir de là, un mode d'action consiste à agir sur l'environnement social des individus, notamment en développant des styles d'interaction qui respectent les besoins psychologiques. Ainsi, certaines études montrent que lorsque les leaders adoptent des styles de management qui respectent les besoins d'autonomie des employés, ceux-ci ressentent plus de bien-être et sont plus résistants face à ce que les professionnels appellent les risques psychosociaux. Le même constat est fait quant à l'école et au style de motivation employé par les enseignants vis-à-vis des apprenants. Les enseignants sont plus efficaces lorsqu'ils adoptent un style pédagogique qui respecte l'autonomie des apprenants. Mais suffit-il de créer des conditions d'émotion positives pour que le reste suive? Malheureusement, non. Les émotions sont des états très transitoires. Certaines méthodes pédagogiques ayant fait le lien entre état émotionnel positif et estime de soi, sachant qu'une bonne estime de soi procure un sentiment immédiat de bien-être, certains chercheurs ont ainsi essayé d'augmenter l'estime de soi en réduisant le niveau d'exigence, par exemple en réduisant le niveau de difficulté des examens. Malheureusement, les résultats à long terme montrent que le bien-être acquis de cette façon est fallacieux. Les individus développent certes une impression de compétence, mais illusoire et qui ne résiste pas à la mise en situation réelle. Leur niveau de bien-être s'effondre alors. Si nous revenons aux bonnes sœurs, nous voyons qu'elles ont pourtant vécu l'essentiel de leur vie dans des conditions très similaires. En fait, diverses études montrent que ce que l'on considère habituellement comme des conditions du bonheur, avoir la santé, un bon mariage, des amis, un bon revenu, ces conditions pourraient autant être des conditions que des causes du bonheur. Une autre voie d'action consisterait donc à agir sur l'individu lui-même. Comment procéder pour améliorer de façon stable le bien-être des individus malgré l'existence de dispositions génétiques? La réponse passe par développer des forces de caractère. Un humain vit dans un environnement, parfois favorable, parfois moins favorable. Dans la même situation, certains vont résister et même prospérer, tandis que d'autres vont s'étioler et devenir malheureux. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence? Le caractère. Il a été montré que certaines forces de caractère peuvent être acquises et développées et que ces forces de caractère protègent les individus, les aident à faire face aux difficultés de la vie. Deux chercheurs ont établi en 2002 un catalogue de 24 forces de caractère regroupées en 6 vertus: la sagesse, le courage, l'amour, la justice, la tempérance, qui comprend notamment le contrôle de soi et la prudence, et enfin ce qu'ils appellent la transcendance, qui comprend notamment, mais pas seulement, l'optimisme, l'appréciation de la beauté, la capacité au pardon, la spiritualité. Bref, une ligne de recherche prometteuse en psychologie vise donc à étudier comment on peut développer ces traits de caractère. Prenons l'exemple de la volonté. Le contrôle de soi, ou self-control, est une forme de volonté correspondant à la capacité à résister aux tentations immédiates afin d'atteindre un but élevé, plus élevé. Par exemple, lors d'un effort physique douloureux, on peut résister à l'envie d'arrêter parce que l'on veut développer une musculature ou améliorer notre santé ou encore gagner une compétition. Tout cela, c'est du self-control.
Il est maintenant démontré que le self-control peut s'acquérir, nous permettant ainsi d'améliorer notre capacité à gérer les situations difficiles. Autre exemple, la capacité à soutenir un effort sur le long terme, c'est-à-dire sur une période de plusieurs mois à plusieurs années, est une autre forme de volonté, différente du self-control et qu'on appelle la ténacité. La ténacité prédit le succès dans une gamme de tâches comme le sport de haut niveau ou la poursuite d'études longues. Il est maintenant établi qu'un certain nombre d'exercices simples, développés notamment dans la nouvelle discipline qu'on appelle la psychologie positive, permettent aux gens de ressentir plus de bien-être dans leur vie. Il s'agit là de traiter le mal par le bien, avec des procédures dites cognitivo-comportementales, validées scientifiquement, et qui améliorent le bien-être et la santé des participants. À titre d'exemple, une de ces techniques, la méditation de pleine conscience, a une racine millénaire, mais son efficacité pour développer des forces de caractère comme la concentration et le contrôle de soi, y compris lorsqu'on l'exerce dans des versions dénuées de toute connotation religieuse, a maintenant été prouvée scientifiquement à de multiples reprises. Au cours de cette présentation, nous n'avons fait qu'effleurer un domaine de recherche en pleine explosion qui génère, en psychologie mais aussi dans d'autres champs de recherche, plusieurs milliers d'articles scientifiques chaque année. Et s'il est un domaine de la psychologie où je conseillerais à un jeune étudiant de s'engager, c'est bien ce nouveau champ qu'est la psychologie du bonheur.